Nous sommes de retour en studio. Nous discutons avec M. Jean-Henri Granger et nous parlons donc du microbiote. Alors, on a parlé du microbiote intestinal. Nous en étions au stade du microbiote cutané. Et on a expliqué également, la question c'était est-ce qu'il faut, il ne faut pas se laver 2-3 fois par jour comme on aurait souhaité le faire. Oui, exactement. Et je disais que se laver 2 fois par jour, c'est déjà suffisant. Une fois le matin et le soir. Et je disais même les rinçages étaient encore plus intéressants. À défaut, il faut utiliser des savons à pH acide parce que l'acidité nourrit la flore cutanée. Et il faut savoir que cette peau-là, elle a des bactéries qui ont un rôle d'anti-vieillissement. Cette peau-là a des bonnes bactéries qui nous empêchent de vieillir. Donc voilà encore un avantage. C'est pour ça qu'il ne faut pas la détruire. Voilà, c'est ça. D'accord. Ensuite, on a parlé de la flore intime de la femme. Et cette flore intime de la femme, cette merveilleuse flore, est le centre de la naissance, même puisque c'est là-bas même qu'on est. C'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes bactéries à la naissance, puisque le passage par voie basse de l'enfant qui sort, il profite de ces premières bactéries. Et également, lorsque cette flore intime est bien conservée, je pense que la famille est heureuse. Nos femmes, nos mamans aujourd'hui ont beaucoup d'infections à répétition. Pourquoi? Parce qu'on a pris cette mauvaise habitude, malheureusement, de faire trop de toilettes intimes profondes. C'est ça, en quelque sorte, qui a détruit cette flore. Et en la détruisant, on fait des infections en récidive. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de restaurer cette flore intime régulièrement et d'éviter de l'agresser avec tout ce qu'on a comme bain intime. Voilà. D'accord. Il y avait un quatrième aspect? Le quatrième aspect, c'est au niveau de la flore buccale. Je disais de ne pas trop se brosser. Là également, on m'a posé beaucoup de questions. Quand je disais de ne pas trop se brosser, c'est pour ne pas agresser cette flore buccale. Parce qu'il y a des bonnes bactéries au niveau de la flore buccale qui nous protègent contre beaucoup de maladies. Il ne faut pas trop se brosser les dents? Il ne faut pas trop se brosser 2 fois, 3 fois par jour. Quand on me dit juste après la nourriture, ce n'est pas intéressant. Parce que quand on mange, les dents deviennent fragiles. Et vous amenez du fluor. Même pas du monofluor, c'est du bifluor que vous envoyez directement sur les dents. Ça veut dire quoi? Bifluor. C'est beaucoup plus dosé. Le fluor est beaucoup plus dosé. Et ça agresse l'émail et la dent qui est déjà fragile. Parce que quand on commence à manger, la dent devient fragile. On l'agresse également. C'est l'emballage monofluor, bifluoré. Oui, c'est alors, écrit. on se dit, plus il y en a, mieux c'est, non? Oui, c'est ce qu'on s'est dit en tout cas. Mais il faut savoir que plus on a du fluor dans le dentifrice, plus on est protégé. Mais à la longue, ça va fragiliser la dent. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, on a un produit qui coûte vraiment pas cher et qui est vraiment le meilleur médicament, le meilleur produit pour les dents, pour la flore buccale. C'est le bicarbonate de sodium. Bicarbonate de sodium? Oui. Quand on vend facilement en officine. Et il ne coûte rien. Et on peut faire un bain de bouche avec chaque matin, juste après le brossage. Pourquoi? Parce que l'acidité, quand on consomme les sucres, quand on consomme beaucoup de choses sucrées, la dent, la bactérie, la mauvaise bactérie qui se trouve dans la bouche, va transformer ce sucre en acidité. C'est ce qui entraîne des caries. Donc si on prend du bicarbonate de sodium, qu'on fait un bain de bouche, on va neutraliser cette acidité. Vous voyez, c'est juste un jeu. Il y a pas de, c'est pas de la magie. C'est juste c'est naturel. D'accord. Et en le faisant, on protège mieux la flore buccale. Mais quand même, pendant la brosse à dents et tout, on a le sentiment d'avoir les dents plus lisses après, c'est-à-dire en faisant des... Oui. Parce qu'on a appris qu'on ne faisait pas comme ça pour se nettoyer, pour se brosser les dents. Il fallait faire comme ça, par exemple. Oui. D'abord, on a la laine fraîche, et puis on a la surface de la dent qui est beaucoup plus lisse. Ça aussi. Ça, je suis d'accord. Quand on fait ça, c'est juste pour enlever la nourriture ou le dépôt entre les dents. Et puis sur les mains. La bonne haleine, je suis d'accord pour les dentifrices. C'est son objectif. Mais, quitte à savoir de protéger la dent, utilisons le bicarbonate de sodium. Et on va pas le regretter. Qui est vendu en pharmacie. Il ne coûte pas cher. Il coûte pas cher en plus. Non, il coûte vraiment pas cher. On prend le doigt et puis... Non, vous mettez dans de l'eau, vous faites une mixture et puis vous faites des bains de bouche avec. C'est tout. Oui, et on va même loin. Aujourd'hui même, on peut l'utiliser même contre l'acidité de l'estomac. Bon, donc ça, on prend l'occasion de... Oui, on peut l'avaler, il n'y a pas de problème. Tout excès nuit, on ne va pas le consommer en excès. C'est sûr. Parce que, pourquoi je parle de ça? Parce que le pH acide et le pH basique, quand ils se rencontrent, ça crée une neutralité. On se retrouve vers le pH 7, que le pH de la neutralité, il n'y a pas d'agression. Donc si dans la bouche, les enfants consomment beaucoup de bonbons, consomment beaucoup de biscuits, c'est sucré. Et s'ils ne se brossent pas ou ils ne font pas de bain avec le bicarbonate de sodium, qu'est-ce qui va se passer? Ce sucre va se transformer en acide parce qu'il y a des bactéries qui sont dans la bouche qui vont le transformer en acide. Et quand ils vont le transformer en acide, c'est les caries. Il y a d'autres
il y a d'autres phénomènes qui peuvent provoquer des caries. Pas seulement l'acidité, mais on a également l'excès de protéines, par exemple, et aussi l'hérédité. Oui. Ah, les caries, c'est héréditaire? Oui. Des parents qui ont beaucoup de caries, les enfants ça en peut auront. se répercuter. C'est pas l'hygiène buccale? Il y a l'hygiène buccale, il y a l'hérédité, il y a la consommation de trop de sucre, il y a la consommation de trop de protéines. Protéines? Oui. Les grands sportifs ont des caries? Et ça, il faut vérifier. Je ne vais pas le dire maintenant, mais on peut vérifier. Trop de protéines favorise l'apparition d'une mauvaise flore, puisque ça détruit la flore buccale. D'accord. Mais je n'ai pas dit de ne pas consommer de protéines. On peut en consommer. On a les protéines dans les viandes, on a les protéines dans beaucoup d'aliments. On peut les consommer, mais pas en excès. C'est tout. Moi, c'est l'excès qui nuit. Parce que la vie, même dans la vie, il faut rester dans la mesure. C'est tout. Dès l'instant où on adopte la mesure, vous allez voir que vous n'aurez aucun problème. L'excès, c'est jamais bon. Exactement. D'accord. Très bien. Donc, en tout cas, merci pour cette synthèse. Hein. Merci. Monsieur Microbiote. Merci. On vous joint comment? Au 57 47 00 00 ou microbiote1@yahoo.fr. Très bien. Merci. Je vous remercie. Bonne semaine. Vous également. Et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Le savoir, le vouloir, le pouvoir, les clés du succès et de l'épanouissement. Monsieur Jean-Marie Bébé-Douka est avec nous. Il est spécialiste en programmation neurolinguistique. On en parle tout de suite, monsieur, juste après cette transition. Né d'un brassage culturel, l'héros Haddad a été influencé par l'art africain, en particulier celui de la Côte d'Ivoire. Ce brassage l'a conduit vers une spécialité de l'art qu'est la sculpture. Après mes études d'architecte d'intérieur, que je suis entrée à l'école des beaux-arts d'Abidjan, j'ai passé un diplôme sur la revalorisation et l'intégration de l'art traditionnel, le mobilier traditionnel dans un milieu contemporain. Mon père étant libanais, ma mère ivoirienne, et les deux m'ont donné la double culture, culture libanaise et ivoirienne. Mais mon père appréciait tellement la Côte d'Ivoire, l'Afrique et la culture ivoirienne, la culture traditionnelle, qu'il nous a donné cet amour-là. Au départ, je travaillais un peu à petite échelle. Je travaillais pour certaines personnes, des privés. Et puis, j'ai vu qu'il fallait que je montre mon art à un plus grand public. En effet, elle exprime sa passion à travers ses œuvres, qui occupent, tels des acteurs, une pièce où elle permet à d'autres artistes d'exposer. Le public, les amateurs et les passionnés de l'art peuvent ainsi découvrir ce qui s'y trouve. Voilà, ici c'est l'atelier de sculpture, l'atelier de fabrication de meubles aussi. Là, nous utilisons des bois plus ou moins précieux. On a l'iroko, l'acajou, le bois bété. On a aussi des bois de fruits, tels que pommes d'eau et puis le cocotier. Je tiens à préciser que je ne coupe pas les arbres. Je ramasse les bois qui sont déjà tombés. J'ai une équipe qui m'appelle. Je vais constater et si je vois que le bois est bon, j'appelle vraiment l'équipe de ramassage et on prend et on l'emmène dans mon atelier. Je travaille avec du bois bien sûr, mais il faudrait ma participation dans le reboisement. Donc j'ai décidé de reboiser la forêt. L'artiste a plusieurs cordes à son arc. Architecte d'intérieur, elle confectionne également des tissus peints, renforçant la décoration intérieure de ses accessoires décoratifs.
ne faut pas les superposer. Il faut les juxtaposer. Hein? Juxtaposer, tu mets les tâches l'une à côté de l'autre. OK? Là, c'est bien parce qu'on sent la valeur. Même quand les tâches sont juxtaposées, mais on sent la valeur de chaque trait. L'architecte d'intérieur conçoit du début jusqu'à la fin. Pour s'épanouir dans son art, dans son travail, il faut qu'il crée lui-même, qu'il crée selon le désir, par exemple, d'une personne. Nous créons tous les meubles. Ça veut dire d'un salon, salle à manger, chambre, meubles de cuisine, etc. Et nous créons aussi des objets d'art. Moi, j'ai opté pour les abat-jours, les chaises, tradis, contemporains. Voilà mon coup de cœur. C'est un abat-jour. On peut le mettre dans un appartement, salon, salle à manger et tout, dans un bureau. Et c'est un meuble qui peut passer partout, hein, vous voyez. Et là, je me suis inspirée, toujours de l'art africain, une statuette dent. Une statuette dent. Donc, j'ai simplifié cette statuette, je l'ai stylisée. Autrefois appelé art nègre, l'art traditionnel africain a connu un brassage culturel, ce qui constitue aujourd'hui une source d'inspiration pour d'autres artistes. Mon art, j'aimerais pousser cet art-là encore plus loin. Ça veut dire trouver un mobilier, bien sûr, tradit contemporain, mais qui va aller encore au-delà de ce que je présente. J'espère que, en montrant aux Ivoiriens que cet art-là est valable et qu'on peut décorer une maison facilement et qu'on peut montrer d'où nous venons, notre culture, notre manière de faire, notre manière de vivre, je pense que les Ivoiriens vont adopter cet art-là. Ils vont accepter d'avoir dans leur intérieur quelques éléments traditionnels ou des éléments tradis contemporains. J'aimerais que les Ivoiriens ne délaissent pas leur art, leur culture, leur manière de vivre, leurs mœurs, leur façon de réfléchir, de voir les choses. Il faudrait que nous restons africains, nous-mêmes bien sûr, des Africains qui évoluent dans le temps. Voilà le message que j'ai à donner. Donc, il ne faudrait pas que nous donnons dos à notre culture, à notre art. De retour en studio, M. Jean-Marie Bébé-Douka est avec nous. Vous êtes spécialiste en programmation neuro-linguistique, le savoir, le pouvoir, le vouloir, les clés du succès de l'épanouissement. Tout ça, on peut être maître à bord. Tout à fait. Il faut dire que depuis notre naissance, nous nous inscrivons sur le chemin de la réussite et du succès et de l'épanouissement. Depuis la naissance, pour comment? Dès qu'on est, on est appelé, c'est une vocation, c'est-à-dire qu'on vient dans un monde et nous venons pour réussir et pour être épanoui. Oui. Voilà, c'est notre mission, c'est notre objectif. Voilà, donc. Est-ce qu'on en a conscience? Pas forcément. D'accord. Pas forcément. Et beaucoup ne savent pas les moyens, les clés, effectivement, pour réussir et pour être épanoui. Ce qui fait que bien souvent, on tourne en rond jusqu'à ce que, malheureusement, la mort nous trouve. Sans jamais connaître la réussite, le succès et l'épanouissement. Voilà. Et il faut savoir que les ingrédients, il y a le savoir, il y a le vouloir et le pouvoir. Alors, le savoir, c'est-à-dire que depuis notre enfance, on apprend à marcher, à parler, on va à l'école. Non, là, on est en train d'acquérir le savoir pour nous mettre sur le chemin de la réussite et du succès. Mais c'est indispensable le savoir pour réussir. Oui, c'est indispensable. C'est indispensable.
Tous ceux qui ont réussi savent beaucoup de choses. Non, pas beaucoup. Vous avez dit beaucoup. Ça, c'est maintenant la quantité. Oui. Voilà. Mais nous verrons que sur les clés, il y a des clés qui sont plus déterminantes. Et que si vous savez beaucoup, et que la volonté, le vouloir vous manque, ce savoir ne peut pas vous apporter grand-chose sur le chemin du succès. Voilà, c'est pourquoi il y a 3 clés voilà, qui sont complémentaires. Voilà. Il y en a qui ont su, qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup de diplômes. Et il y en a sur le carreau. Qui sont sur le carreau, qui n'arrivent pas à sortir de l'eau. Voilà. Parce que leur manque, c'est le vouloir. Il y en a aussi qui ont le vouloir, qui se débattent, mais qui alignent échec sur échec. Parce que leur manque le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité à produire des résultats. Et le vouloir? Le vouloir, c'est la volonté, c'est la passion. C'est-à-dire, j'ai envie de faire. Et je fais, je me débat en fait. Attendez, parce que la nuance n'est pas évidente entre le vouloir et le pouvoir. Oui. Par exemple, quelqu'un est malade et il veut manger. Mais il n'a pas la capacité de manger. Ouais. Il veut manger parce qu'il sait que... Donc le vouloir, c'est ce que le cerveau demande. Oui, ça veut dire que c'est la conscience de la responsabilité. Hein? Le pouvoir, c'est la conscience de la responsabilité. C'est-à-dire, à ce moment précis, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, c'est ce qui stimule le vouloir. Le pouvoir, c'est la conscience de soi. Voilà, c'est-à-dire, quelle est ma conviction, quelle est ma conception, mes croyances, hein? Quelles sont les idées qui me poussent. Voilà, c'est ce qui en fait entraîne l'énergie, les ressources intérieures. Quelqu'un qui nous écoute, qui a des diplômes, qui est au chômage, qui vient d'une famille average, de niveau moyen, qui n'a pas de travail, qui a des diplômes. Cette personne-là, elle a donc le savoir. Oui. Maintenant, elle veut s'en sortir. Elle dépose des CV Tout à fait. Qui n'aboutissent pas, malheureusement. Et cette personne-là se débrouille en étant commerçant occasionnel. Ça ne marche pas forcément comme activité. On l'a grugé également. Donc, elle avait un petit capital qu'elle a pu obtenir avec des proches de 50 000. Ce capital a été englouti par des gens de mauvaise foi. Alors, le vouloir et le pouvoir interviennent où ici? Ici, le vouloir et le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a essayé. Hein? Le vouloir nous amène à essayer, nous amène à nous projeter dans la tâche. Voilà. Parce qu'il me faut faire ça pour me nourrir, pour sortir du lot. Voilà. Donc, on se lance à la tâche. Voilà. Maintenant, le pouvoir nous amène à réussir avec aisance. C'est-à-dire, le pouvoir, en fait, fait en sorte que le cerveau débite beaucoup de ressources intérieures, voilà, qui nous donnent l'intuition, l'imagination. La force intérieure est débitée par le cerveau. Et donc, absolument, on réussit. C'est-à-dire, on a fait une tâche, ça n'a pas marché, on réfléchit, on fait le recadrage et on va encore de plus belle et jusqu'à ce qu'on réussisse. Mais est-ce que ce que vous êtes en train de dire ne nous ramène pas aux différents types de cerveau? Savoir qu'il y a des personnes qui sont programmées pour, par exemple, entreprendre. Donc, quand elles ne réussissent pas à entreprendre, est-ce que c'est lié à leur manque de volonté ou c'est lié à leur capacité cérébrale? Tout le monde est fait pour entreprendre. Maintenant, ça dépend du domaine. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre dans le même domaine. Voilà. Sinon, tout le monde est fait pour entreprendre. Voilà. Les visuels, par exemple, au niveau de la communication, audiovisuel, au niveau de la psychologie, au niveau relationnel, sont faits pour entreprendre. Il y a des gens qui ne veulent pas entreprendre, qui veulent être pris en charge dans une entreprise et puis beaucoup plus attendre un salaire à la fin du mois. C'est un genre de personne, c'est un genre de cerveau aussi. Non, ce n'est pas un genre de cerveau. Ça, c'est un dysfonctionnement du cerveau. Ça, c'est le manque de confiance en soi, manque d'estime, manque de conviction. Et c'est des gens qui ont peur, ils ne sont pas sûrs de réussir seuls. Voilà. Ils manquent d'autonomie au niveau de la réflexion. Voilà. Donc, ils veulent être tout le temps sous tutelle. Voilà. Ils veulent avoir un patron. Voilà. Parce qu'ils ont peur de responsabilité. Voilà. Parce que l'autonomie, ça fait peur. Il faut beaucoup de ressources intérieures. Il faut déployer une force intérieure pour pouvoir être autonome. Oui. Et c'est ce que notre éducation ne nous donne pas. Parce qu'on nous enseigne, on nous inculque la peur, la méfiance, le doute. Voilà. Donc celui qui n'est pas sûr... Qui nous inculque ça? Mais l'éducation familiale, les parents. Pourquoi la inconsciemment. Peur, pourquoi? Oui, mais on nous minimise, on méprise les enfants, on leur fait prendre conscience qu'ils ne savent rien, qu'ils sont faibles. Et justement, il y a une génération qui se fait au niveau du cerveau. L'enfant se dit que moi, je n'ai aucune capacité intérieure.
D'où la protection permanente des parents. On prend des décisions à la part des parents, à la part des enfants. Hein. Il y a une mère même à l'université qui était devant ses enfants, hein, pour aller les inscrire, pour aller prendre les informations. Ça, c'est pas de l'assistance? Non, l'assistance doit être progressive. C'est pas de la protection aussi? On se dit que l'enfant est petit, il faut le préserver de des vicissitudes de la vie, il faut l'encadrer jusqu'à ce qu'il soit mature pour pouvoir affronter la réalité. Mais est-ce qu'un enfant peut rester sur le dos de sa maman et apprendre à marcher? C'est ça. Pour que l'enfant marche, il faut le laisser. Mais est-ce qu'il faut le mettre devant la dureté de la vie au point qu'il prenne des claques à tout bout de champ aussi? Mais jusqu'en terminale, après le bac, il a eu le bac seul en classe. Voilà. Et donc, il est formé, il y a un processus. Voilà, pas très tôt. Mais au fur et à mesure, quand l'enfant grandit, il doit apprendre l'autonomie et la responsabilisation. C'est parce qu'il n'a pas appris ça qu'on est toujours à ses trousses. Sinon, s'il a appris, s'il a développé le sens de la responsabilité et de l'autonomie, on a plus besoin de ça. D'accord. Oui. À ce stade, on va faire une courte pause. Il est juste le temps pour nous d'une transition, puis on revient sur cette discussion très intéressante.